Je me tiens devant l'église de Saint-Rémy de Provence, les doigts serrés autour de cette alliance qui me serre comme un étau. J'ai 22 ans, mais je m'apprête à épouser une femme qui pourrait être ma mère. Jeanne Lefebvre, 49 ans, veuve, qui vit seule sur sa propriété de 160 hectares non loin d'Avignon, entourée de chèvres et, paraît-il, de fantômes. Le village entier en parle à voix basse. Certains me traitent de désespéré, d'autres se montrent encore plus cruels. Mais personne ne sait ce que ça fait de se tenir devant la tombe de son père et de promettre de garder la terre familiale, pour la voir s'échapper comme du sable entre les doigts. 800 €. C'est ce que je dois à monsieur Renaud, le banquier du coin, qui détient la moitié des terres dans son grand registre. 800 €, c'est comme s'il me demandait 8000. Je ne les ai pas. Je ne peux pas les trouver. Et demain, la terre que mon père a défendue jusqu'à la mort sera vendue à quelqu'un d'autre, à moins que j'accepte l'offre de Renaud, épouser Jeanne Lefebvre, gérer sa propriété et laisser disparaître la dette comme la rosée du matin. Je regarde le soleil couchant embraser les Alpilles, et je me demande, un homme peut-il vendre son avenir et s'appeler encore libre? Quel genre de mariage commence par une transaction? Et quel genre d'homme suis-je pour accepter ça? Le printemps de 1881 a été cruel. J'ai vu mes bêtes mourir une à une, leurs côtes saillantes sous une peau tendue comme une peau de tambour. La terre qui a nourri 3 générations de Lefebvre est devenue une étendue craquelée, dure et stérile. J'ai contracté ce prêt, par désespoir, 800 € pour acheter du foin, pour acheter du temps, pour acheter un espoir que la pluie viendrait enfin. Elle n'est jamais venue. Quand monsieur Renaud est arrivé au domaine ce matin-là, je réparais une clôture qui ne protégeait plus rien. Lui, il montait son cheval comme un homme qui n'a jamais connu la faim, ses vêtements impeccablement repassés, ses cheveux argentés soigneusement coiffés sous un chapeau cher. Demain, c'est la date limite, m'a-t-il dit sans cruauté, simplement avec la froideur des faits. Je ne veux pas prendre ta terre. Dieu sait que j'ai assez de biens à gérer. Mais les banques de Paris me pressent, et je ne peux pas me permettre des créances douteuses. J'ai enfoncé un clou dans le bois, la mâchoire serrée. Comment veux-tu que je trouve de l'or dans ce ruisseau asséché? Il a descendu de cheval, ses bottes crissant sur la terre sèche. Écoute-moi, mon garçon, il y a une autre solution, pas très orthodoxe, mais elle règle nos problèmes à tous les deux. C'est alors qu'il m'a parlé de Jeanne Lefebvre. Veuve d'un homme qui avait fait une demande de concession en 1868, et qui avait prouvé ses droits après la mort tragique de son mari dans un accident de chantier. Elle était seule, vieillissante, et la ferme lui était devenue un fardeau trop lourd pour une femme. Elle avait besoin d'aide, moi j'avais besoin de régler cette dette. Tu l'épouses, tu gères la propriété, et je t'efface la dette, m'a dit Renaud. Un arrangement commercial. Elle gagne la sécurité, moi un nouveau départ. Je l'ai regardé, incrédule. Tu veux que j'épouse une femme que je ne connais pas? Une femme assez âgée pour être ma mère? Je veux empêcher un bon gars de perdre son héritage, a-t-il répondu. Mais il y avait autre chose dans son regard, quelque chose que je n'ai pas su lire. Madame Lefebvre est une femme respectable, instruite. Elle n'attendra pas grand-chose de toi, juste du travail honnête, et de la discrétion. Ce soir-là, j'ai fait les 5 kilomètres qui me séparaient de la propriété de Jeanne. Le soleil déclinait, colorant les Alpilles d'ambre et de rouille. Sa maison se dressait au bout d'un long chemin, entourée d'une clôture mieux tenue que la mienne. Les chèvres broutaient dans un enclos, leurs clochettes tintant doucement dans le silence du soir. Je l'ai trouvée derrière la maison, en train de disperser du grain pour les bêtes. Elle portait une robe de travail simple, ses cheveux poivre et sel relevés en un chignon pratique. Quand elle a entendu le bruit de mon cheval, elle a levé les yeux, et j'ai vu des yeux couleur de sauge après la pluie. Fatigué, prudent. Tu es le garçon Lefebvre? A-t-elle dit, sans poser de questions. Oui, madame, Ethan Lefebvre. Je sais pourquoi tu es là, a-t-elle posé son seau de grain, essuyant ses mains sur son tablier. Monsieur Renaud t'a envoyé. La réponse est non. Je suis descendu de cheval, mon chapeau à la main. Madame, je n'ai même pas encore demandé. Ce n'est pas nécessaire, je sais ce que veulent les hommes. Et je sais ce qu'ils pensent, une veuve de mon âge devrait être reconnaissante. Sa voix était ferme, mais une douleur ancienne s'y cachait. Je n'ai pas besoin d'un mari, monsieur Lefebvre. Et vous n'avez pas besoin d'une femme. Nous étions 2 étrangers, liés par les plans des autres, debout dans la lumière déclinante. Je n'ai pas ressenti de soulagement. J'ai plutôt senti une curiosité,
peut-être une reconnaissance. Cette femme n'était ni brisée ni désespérée. Elle était en colère. Et à juste titre. Vous avez raison, ai-je murmuré. Je ne veux pas ça. Je veux récupérer ma terre, effacer la dette qui pèse sur le nom de mon père. Mais je ne peux pas avoir ce que je veux. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Que voulez-vous, Madame Lefebvre? La question l'a surprise. Elle m'a étudié longuement, et une partie de la dureté de sa posture s'est adoucie. Je ne veux pas être seule quand je mourrai, a-t-elle dit enfin. Je veux que quelqu'un se soucie que les chèvres soient nourries et que la clôture tienne. Je veux. Elle s'est interrompue, secouant la tête. Peu importe ce que je veux. Ça compte pour moi. Jeanne s'est tournée vers l'horizon qui s'assombrissait. Si j'accepte, et je ne dis pas que j'accepte, il y aura des règles. Ce sera un arrangement commercial, rien de plus. Tu auras ta chambre, j'aurai la mienne. Nous travaillerons la terre ensemble, mais ça s'arrêtera là. Tu comprends? Je l'ai regardé à nouveau. Les gens vont parler, Monsieur Lefebvre. Ils diront que j'ai acheté un jeune homme. Ils diront que tu m'as épousé pour la terre. Est-ce que tu peux vivre avec ça? J'ai pensé à la tombe de mon père, à la promesse que je lui avais faite. J'ai vécu pire. Le soir tombait quand nous sommes entrés dans cette petite église. Le curé, Monsieur Dupont, se tenait entre nous. Pas d'invités, à part le docteur Morel, le médecin du village, et Madame Sanchez, la voisine espagnole de Jeanne, venue pour être témoin. Pas de fleurs, pas de musique, juste le poids de ses vœux qui ressemblaient plus à des chaînes. Quand le curé a prononcé « mari et femme », la main de Jeanne a tremblé dans la mienne une seconde, puis elle s'est retirée, retrouvant son calme. Monsieur Renaud attendait dehors, un sourire satisfait au visage. « Félicitations, Madame Lefebvre », a-t-il dit en saluant Jeanne. Puis, il m'a remis un document plié. « Ta dette est effacée. J'attends de toi que tu respectes cet arrangement. » « Je vous ai donné ma parole, ai-je répondu. « Les paroles sont bon marché en temps dur, a-t-il répliqué. « Les actes prouvent le caractère. » Je suis resté là, les mots coincés dans ma gorge, tandis que le vent du soir faisait bruisser les feuilles mortes autour de nous. La maison de Jeanne était modeste, mais propre, un témoignage silencieux de ses années de solitude et de ténacité. Elle m'a conduit à une petite chambre sous les combles, à peine assez grande pour un lit et une commode. En ouvrant la porte, elle a dit, sans croiser mon regard. Ce n'est pas grand-chose. Ça me va, merci, ai-je répondu, et elle a hoché la tête avant de tourner les talons. Puis, elle s'est arrêtée à l'entrée, l'air sérieux. Le dîner est à 6 heures. Je cuisine simple. Si ça ne te plaît pas, tu te débrouilles. Je ne suis pas difficile. Un silence. Puis, elle a ajouté d'une voix plus ferme. Monsieur Lefebvre, j'ai dit ce que je pensais. C'est un arrangement commercial. N'attends rien de plus de moi. Je suis resté un instant, un sourire en coin. Si nous sommes mariés, autant que tu utilises mon nom. Les premiers jours ont été un ballet maladroit. Nous avancions autour de l'autre comme deux danseurs qui ne connaissent pas les pas. Pas de contact, pas d'intrusion dans l'espace personnel. Je me suis jeté dans le travail, réparer les clôtures, nettoyer les fossés d'irrigation laissés à l'abandon. Le travail physique me donnait une excuse pour ne pas penser à la femme étrange devenue ma femme en apparence. Jeanne, elle, cuisinait, réparait ses vêtements, s'occupait de ses chèvres avec une efficacité qui trahissait une longue habitude. Parfois, je l'apercevais me regarder par la fenêtre, mais quand nos regards se croisaient, elle détournait les yeux, comme si elle avait peur de dévoiler une part d'elle-même. Les repas se faisaient en silence, le seul bruit venant du grattement des fourchettes sur les assiettes. Puis, 2 semaines après notre mariage, le ciel a décidé de se déchaîner. Un orage de printemps, rare et violent, s'est abattu sur les Alpilles. La pluie tombait en rideaux battants. Dans la grange, la chèvre préférée de Jeanne a commencé un travail prématuré. Je me suis réveillé soudainement au bruit des coups à ma porte. Jeanne, les cheveux en bataille, les yeux écarquillés, m'a crié. J'ai besoin d'aide. Le petit est en siège, je n'y arriverai pas seul. On a passé la nuit dans la grange, éclairée seulement par la lumière vacillante d'une lanterne. Nos mains glissaient dans le sang et le liquide amniotique, tandis que Jeanne me guidait d'une voix ferme malgré ses tremblements. Quand le premier chevreau est finalement né, minuscule et parfait, quelque chose s'est brisé en moi,
une fissure dans la carapace que je portais depuis des mois. Il y en a un autre, a dit Jeanne, et on a recommencé. À l'aube, les deux petites étant déjà, la mère épuisée reposant paisiblement, nous nous sommes assis contre le mur de la grange, sales, fatigués, trempés par la pluie qui tambourinait sur le toit. Tu t'es bien débrouillé, a murmuré Jeanne. Pour la première fois, elle a parlé de son passé. François, mon premier mari, il était aussi bon avec les animaux que toi. Je l'ai regardé dans la pénombre et j'ai vu des larmes couler sur la poussière de son visage. Je l'aurais aimé, a-t-elle soufflé, puis, comme embarrassée, elle s'est levée. Je vais faire du café. Mais quelque chose avait changé. Cette nuit-là, notre silence ne pesait plus autant. Elle a commencé à me raconter des petites choses, où trouver le meilleur pâturage, quelle clôture surveiller. J'ai appris qu'elle venait de Lyon, que son père était professeur, qu'elle avait tout abandonné pour suivre François vers le sud. Un soir, assis sur la véranda, j'ai osé poser la question qui me brûlait les lèvres. Tu l'aimais ? Plus que je ne savais le dire, a-t-elle répondu, la voix lointaine. Quand il est mort, j'ai cru mourir avec lui. Il m'a fallu longtemps pour réapprendre à vivre. Pourquoi n'es-tu pas retourné à Lyon ? Parce que c'est ici que nous étions heureux. Cette terre porte sa sueur, ses rêves. Je ne pouvais pas partir. Elle m'a regardé, et j'ai su qu'elle comprenait. C'est pour ça que tu as épousé un étranger pour sauver la terre de ton mari ? Peut-être, ai-je murmuré. Ou peut-être que je ne savais juste pas quoi faire d'autre. Et l'été est arrivé, brûlant et implacable. J'ai commencé à voir Jeanne autrement, non plus comme cette femme à qui j'étais lié par un contrat, mais comme une personne à la fois blessée et forte, plus compliquée qu'elle ne le laissait paraître. Elle était patiente quand je confondais les saisons, riait quand je brûlais le petit déjeuner en voulant lui faire une surprise. Elle avait cet esprit vif qui me prenait au dépourvu, et parfois, quand elle ne regardait pas, je la regardais. Les rides autour de ses yeux n'étaient pas des marques de l'âge, mais les cartes d'une vie pleinement vécue. Puis, un jour de fin juin, tout a basculé. Nous travaillions dans le potager sous le soleil de plomb, la lumière éclatante faisant miroiter les feuilles des plants de tomates. Jeanne était penchée, soigneusement en train de désherber entre les rangs, sa robe de coton bleu clair légèrement relevée, dévoilant ses chevilles fines dans des bottines usées mais solides. Ses mains habiles cueillaient les mauvaises herbes avec une précision presque militaire, tandis que ses cheveux gris, retenus par une simple bande en tissu, formaient une auréole argentée autour de son visage marqué mais lumineux. Soudain, elle s'est redressée, posant une main sur sa poitrine. Son visage a blanchi comme un linge. « Jeanne ?» ai-je crié, inquiet. Elle a tenté de parler, mais aucun son n'est sorti. Ses genoux ont fléchi sous elle, et j'ai eu juste le temps de la rattraper avant qu'elle ne tombe au sol. Sa peau était froide malgré la chaleur, sa respiration courte et irrégulière. Notre cheval, vieux et fidèle, boitait depuis la veille, alors je l'ai soulevée dans mes bras, sentant combien elle était légère, fragile. Comment avais-je pu ne jamais remarquer à quel point elle était mince, presque fragile ? Ne meurs pas, ai-je murmuré en marchant péniblement sur les chemins caillouteux, ne meurs pas maintenant, Jeanne, je ne suis pas prêt. 2 kilomètres plus loin, la maison du docteur Morel se dressait telle une oasis au milieu des champs desséchés. Le médecin nous a accueillis sans poser de questions, son regard grave en voyant l'état de Jeanne. Insuffisance cardiaque, a-t-il diagnostiqué rapidement. C'est courant chez les femmes de son âge, surtout celles qui travaillent trop et s'inquiètent encore plus. Il a ajouté que Jeanne avait besoin de repos, de bonne nourriture et surtout de moins de stress. Combien de temps lui reste-t-il ? Ai-je demandé, la gorge serrée. Le docteur a soupiré, évitant mon regard. Difficile à dire. Quelques mois, peut-être quelques années. Son cœur est fragile, jeune homme. Je suis resté toute la nuit à son chevet, tenant sa main avec une tendresse nouvelle, bien différente de cette poignée maladroite que nous avions échangée à l'église. Je l'ai regardé respirer, chaque souffle devenant un combat silencieux. Perdre Jeanne me creusait un vide que je ne comprenais pas encore. À l'aube, elle s'est réveillée et m'a trouvé là, affalée sur une chaise, les traits tirés par la fatigue. Tu n'avais pas besoin de rester, a-t-elle soufflé doucement. Je me suis redressé d'un sursaut. Tu es réveillé. Comment tu te sens ? Fatigué, a-t-elle répondu, en observant nos mains jointes. Je sais que ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais. Si tu veux partir, je comprendrai. J'ai secoué la tête, la voix basse et ferme. Je ne partirai pas.
Tu devrais trouver une femme plus jeune, avoir une famille. Elle m'a regardé, les yeux brillants d'une intensité nouvelle. Je ne veux personne d'autre que toi. Ces mots étaient d'une force inattendue, presque féroce. Tu ne sais pas ce que tu dis. Si, a-t-elle insisté. Je veux être là, avec toi, quoi qu'il arrive. Je me suis approché, la voix presque un murmure. Tu crois que je ne vois pas comment tu fredonnes quand tu cuisines? Comment tu me laisses toujours la meilleure part du pain? Les fleurs que tu déposes sur ma commode, même si tu fais semblant de ne pas y prêter attention? Je me suis tue, la gorge nouée. Je te vois, Jeanne. Et je crois que quelque part, je t'aime. Elle a murmuré, presque surprise. Ne m'aime pas. Je meurs lentement. Peut-être, mais mourir ne veut pas dire que je vais t'abandonner, ai-je répondu. Tu mérites plus qu'un spectateur à ton déclin. Je lui ai porté la main à mes lèvres. Ce que je mérite, c'est de choisir. Et je choisis toi. Assis dans la douce lumière du matin, pour la première fois depuis notre mariage, nous nous sommes sentis vraiment mariés. Pas par contrat, ni par convenance, mais par ce lien fragile et puissant qui n'est quand deux âmes se reconnaissent. Le village a bien su remarquer ce changement. Avant, Jeanne et moi étions l'objet de commérages teintés de pitié. Maintenant, c'était un véritable scandale. Les langues se déliaient, la veuve aurait attiré un jeune homme, moi, j'étais le fou qui jouait à l'époux pour de l'argent. Un après-midi, j'ai fait voler le poing dans la figure d'un ouvrier qui s'était cru drôle en lançant une blague lourde à la mercerie. Jeanne a pleuré cette nuit-là, craignant d'avoir ruiné ma réputation, ma vie. Tu m'as donné une vie, lui ai-je dit. Avant toi, je survivais. Maintenant, je vis. Mais notre fragile paix allait bientôt être mise à rude épreuve. C'était un après-midi étouffant de juillet quand monsieur Renaud est venu me trouver dans la grange. Le soleil frappait fort, et la poussière dansait dans les rayons de lumière qui filtraient entre les planches. Je réparais un harnais en cuir, les mains noires de graisse et de sueur, quand j'ai entendu sa voix calme, presque trop polie. Ethan, il faut qu'on parle. Il s'est déplacé maladroitement entre les outils suspendus, évitant mon regard. J'ai senti l'ombre d'un reproche planer dans l'air. J'ai effacé ta dette parce que je pensais que tu resterais un temps respectable, puis que tu partirais. Mais tu es toujours là, et les gens parlent. Qu'ils parlent, ai-je répondu, les dents serrées. Ce n'est pas si simple. Il a soupiré, sa mine pensive trahissant une inquiétude sincère. Jeanne mérite mieux que ça, elle mérite le respect, pas d'être la risée du village. Tu rends les choses plus difficiles pour elle en faisant comme si c'était un vrai mariage. Je suis resté silencieux un instant, posant l'outil sur l'établi. C'est un vrai mariage. Tu as 22 ans, elle en a presque 50. Tu crois que c'est de l'amour ce que tu ressens? Non, c'est de la gratitude, un sentiment d'obligation. Tu ne sais pas ce que tu ressens. Je sais ce que je ressens, ai-je répliqué, la voix ferme. Je connais Jeanne. Il a hoché la tête, une émotion sincère passant dans ses yeux. Je la connais aussi. Depuis la mort de François, elle s'est enfermée dans sa douleur. Elle ne voulait plus rien. Puis tu es arrivé, jeune et naïf, et elle croit à nouveau au bonheur. Mais que se passera-t-il dans 10 ans? 20 ans? Quand elle sera vieille et toi encore jeune? Alors, je prendrai soin d'elle, comme le disent nos vœux, en santé et en maladie. Il a secoué la tête, résigné. Tu fais une erreur. Il est parti sans un mot de plus, et je savais que la conversation n'était pas terminée. Cette nuit-là, je l'ai retrouvé sur la véranda, regardant les étoiles. Son visage était baigné de la lumière froide de la lune, ses yeux cherchant quelque chose dans l'infini. Samuel est venu te voir, ai-je dit doucement. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis, sans lever les yeux, elle a murmuré. Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que je suis trop jeune pour toi, que les gens parlent, que je vais regretter ce mariage. Elle est restée silencieuse longtemps, puis s'est tournée vers moi, la peur dans ses yeux tranchant comme un couteau. J'ai 49 ans, mon cœur faiblit. Dans 10 ans, tu auras 32 ans, et moi, si j'ai de la chance, je serai une vieille femme incapable de prendre soin d'elle-même. Tu devras me nourrir, me laver, me regarder dépérir. Est-ce ça que tu veux? Je lui ai pris les mains, serrant fort, sentant la fragilité sous mes doigts. Je veux être avec toi, aussi longtemps que nous aurons. Sa voix s'est brisée, pleine d'émotion.
Ce n'est pas une réponse. C'est de la romance. Ce n'est pas un conte de fées, ai-je insisté. Il n'y a pas de happy end assuré. Il y a juste le temps, et pas beaucoup. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mon père est mort à Verdun quand j'avais 5 ans. Je ne me souviens pas de sa voix, mais d'une chose qu'il a dite à ma mère, peu importe le temps qu'on a, il suffit quand on aime vraiment. Jeanne a commencé à pleurer, ses larmes coulant librement, bien plus que d'habitude. Je l'ai serrée dans mes bras, sentant tous ces murs s'effondrer. J'ai peur, a-t-elle avoué. Peur de mourir et de te laisser seule. Peur d'être un poids. Peur qu'un jour tu te réveilles en me détestant parce que je t'ai enfermé. Tu ne m'as pas enfermé, tu m'as sauvé. Je lui ai embrassé le front. Avant toi, j'étais juste un gamin qui essayait de marcher dans les pas de son père mort. Tu m'as appris ce que c'est que de vraiment vivre, de s'en soucier, d'être honnête sur ce qu'on veut, pas ce qu'on croit devoir vouloir. Elle m'a regardé, cherchant les mots. Et toi? Qu'est-ce que tu veux? Toi. Tout de toi. Même les mauvais jours, même la maladie. Surtout quand tu auras besoin de moi. Nous sommes restés là, sous le ciel étoilé, deux âmes accrochées l'une à l'autre comme à une bouée dans la tempête. Pour la première fois, Jeanne s'est permis d'espérer que l'amour pouvait venir une seconde fois, même tard, même imparfait. Mais le destin n'allait pas nous laisser tranquilles bien longtemps. L'hiver s'était installé sur la Provence, recouvrant les collines d'un voile pâle de givre qui scintillait sous le faible soleil matinal. Jeanne passait de longues heures près de la fenêtre, un vieux manteau en laine serré autour d'elle, une lettre froissée entre les doigts tremblants. Je la regardais, intrigué, alors qu'elle fixait l'enveloppe comme si elle renfermait un secret précieux. « C'est une lettre de mon frère », m'a-t-elle dit d'une voix douce. « Il nous invite à venir à Lyon au printemps. Il veut rencontrer l'homme qui m'a redonné le goût d'écrire des lettres joyeuses. » J'ai pris place à ses côtés, posant une main sur la sienne. « Tu veux y aller ?» Elle a hoché la tête, mais ses yeux trahissaient une inquiétude sourde. « Le docteur dit que le voyage pourrait être trop éprouvant pour mon cœur. Alors on écrira des lettres, et on lui dira de venir ici, ai-je proposé avec un sourire. Jeanne a esquissé un faible sourire en retour, mais il y avait une ombre dans son regard. Les gens parlent toujours, tu sais. Qu'ils parlent, ai-je répondu sans hésiter. 1 an plus tôt, j'aurais probablement été blessé, honteux, en colère. Maintenant, je comprenais que les seules opinions qui comptaient étaient les nôtres. Nous savons ce que nous avons. Nous savons que c'est réel. Quand j'étais jeune, j'imaginais que le vrai amour, c'était des gestes grandioses, des poèmes, des serments, a-t-elle murmuré. Mais ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Non, c'est toi qui m'as porté 2 kilomètres quand ton cœur affaiblit. C'est toi qui m'as appris à lire autre chose que des chiffres sur un registre. C'est nous, chaque jour, en choisissant de rester ensemble. Je l'ai regardé vraiment, pour la première fois. Les fils argentés dans ses cheveux captant la lumière du matin, les rides qui dessinaient des sourires et des combats passés sur son visage, la force tranquille qui habitait son regard. C'est exactement ça, ai-je dit doucement. Elle m'a demandé, presque à voix basse. Combien de temps penses-tu qu'il nous reste? J'ai réfléchi un instant. Le docteur a dit peut-être 5 ans, peut-être moins. Et ça te suffit? J'ai souri, un sourire sincère et paisible. Ça doit suffire. Mais ces 6 derniers mois ont compté plus que toutes les années avant. Jeanne a posé sa tête sur mon épaule, un geste simple, mais chargé de toute une vie de promesses. Je n'aurais jamais cru aimer à nouveau après François. Je pensais que cette partie de moi était enterrée avec lui. Mais moi, ai-je murmuré, tu ne l'as pas remplacé. Tu m'as donné quelque chose de différent, de nouveau, de nécessaire. Quoi donc? L'espoir. La certitude qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Le soleil se levait plus haut, inondant la pièce d'une lumière dorée. Dehors, la terre s'étendait, rude et belle, comme la vie que nous avions choisie. Jeanne Lefebvre avait vécu 7 ans de plus, cette année où nous avions accueilli 3 orphelins du village, des enfants que personne ne voulait. Elle leur avait appris à lire dans ses vieux livres précieux, tandis que moi, je leur montrais comment travailler la terre avec des mains honnêtes. Quand Jeanne est morte, au printemps 1888, l'église était pleine, mais cette fois, ce n'était pas de commères et de juges. C'était de gens dont elle avait touché la vie. Les enfants, devenus grands, pleuraient ouvertement. Monsieur Renaud se tenait au fond, son visage marqué par le regret. Je ne me suis jamais remarié.
Quand on me demande pourquoi, je réponds simplement. J'ai eu mon amour. Certains hommes n'ont pas cette chance. Je ne suis pas assez gourmand pour en demander plus. J'ai vécu 40 ans de plus, gardant les livres de Jeanne dépoussiérés, son jardin entretenu, et sa mémoire bien vivante. Sur ma pierre tombale, j'ai fait graver 5 mots. Il a aimé vrai. Parce que c'est ça que la vie dans cette Provence rude m'a appris, ce n'est pas conquérir la terre ni prouver sa force. C'est trouver quelque chose qui vaut la peine d'être tenu, et refuser de lâcher prise, quoi qu'il en coûte. L'amour ne regarde ni l'âge ni les circonstances. Il ne demande pas la permission de la société, ni le moment parfait. Il arrive comme une pluie d'été inattendue, précieux, bref, mais inoubliable. Quand il vient, on ne questionne pas. On ne compte plus les jours ni les années. On ouvre les mains et on reçoit ce qui nous est donné, reconnaissant de chaque instant. C'est ce que j'ai appris. C'est ce que Jeanne m'a appris. Mais parfois, dans le silence de la nuit, je me demande, est-ce que notre histoire est vraiment terminée? Un secret, caché dans les vieux livres de Jeanne, pourrait bien tout changer. L'hiver s'était installé sur la Provence, recouvrant les collines d'un voile pâle de givre qui scintillait sous le faible soleil matinal. Jeanne passait de longues heures près de la fenêtre, un vieux manteau en laine serré autour d'elle, une lettre froissée entre les doigts tremblants. Je la regardais, intrigué, alors qu'elle fixait l'enveloppe comme si elle renfermait un secret précieux. C'est une lettre de mon frère, m'a-t-elle dit d'une voix douce. Il nous invite à venir à Lyon au printemps. Il veut rencontrer l'homme qui m'a redonné le goût d'écrire des lettres joyeuses. J'ai pris place à ses côtés, posant une main sur la sienne. Tu veux y aller? Elle a hoché la tête, mais ses yeux trahissaient une inquiétude sourde. Le docteur dit que le voyage pourrait être trop éprouvant pour mon cœur. Alors on écrira des lettres, et on lui dira de venir ici, ai-je proposé avec un sourire. Jeanne a esquissé un faible sourire en retour, mais il y avait une ombre dans son regard. Les gens parlent toujours, tu sais. Qu'ils parlent, ai-je répondu sans hésiter. Un an plus tôt, j'aurais probablement été blessé, honteux, en colère. Maintenant, je comprenais que les seules opinions qui comptaient étaient les nôtres. Nous savons ce que nous avons. Nous savons que c'est réel. Quand j'étais jeune, j'imaginais que le vrai amour, c'était des gestes grandioses, des poèmes, des serments, a-t-elle murmuré. Mais ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Non, c'est toi qui m'as porté 2 kilomètres quand ton cœur affaiblit. C'est toi qui m'as appris à lire autre chose que des chiffres sur un registre. C'est nous, chaque jour, en choisissant de rester ensemble. Je l'ai regardé vraiment, pour la première fois. Les fils argentés dans ses cheveux captant la lumière du matin, les rides qui dessinaient des sourires et des combats passés sur son visage, la force tranquille qui habitait son regard. C'est exactement ça, ai-je dit doucement. Elle m'a demandé, presque à voix basse. Combien de temps penses-tu qu'il nous reste? J'ai réfléchi un instant. Le docteur a dit peut-être 5 ans, peut-être moins. Et ça te suffit? J'ai souri, un sourire sincère et paisible. Ça doit suffire. Mais ces 6 derniers mois ont compté plus que toutes les années avant. Jeanne a posé sa tête sur mon épaule, un geste simple, mais chargé de toute une vie de promesses. Je n'aurais jamais cru aimer à nouveau après François. Je pensais que cette partie de moi était enterrée avec lui. Mais moi, ai-je murmuré, tu ne l'as pas remplacé. Tu m'as donné quelque chose de différent, de nouveau, de nécessaire. Quoi donc? L'espoir. La certitude qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Le soleil se levait plus haut, inondant la pièce d'une lumière dorée. Dehors, la terre s'étendait, rude et belle, comme la vie que nous avions choisie. Jeanne Lefebvre avait vécu 7 ans de plus, cette année où nous avions accueilli 3 orphelins du village, des enfants que personne ne voulait. Elle leur avait appris à lire dans ses vieux livres précieux, tandis que moi, je leur montrais comment travailler la terre avec des mains honnêtes. Quand Jeanne est morte, au printemps 1888, l'église était pleine, mais cette fois, ce n'était pas de commères et de juges. C'était de gens dont elle avait touché la vie. Les enfants, devenus grands, pleuraient ouvertement. Monsieur Renaud se tenait au fond, son visage marqué par le regret. Je ne me suis jamais remarié. Quand on me demande pourquoi, je réponds simplement. J'ai eu mon amour. Certains hommes n'ont pas cette chance. Je ne suis pas assez gourmand pour en demander plus. J'ai vécu 40 ans de plus, gardant les livres de Jeanne dépoussiérés, son jardin entretenu, et sa mémoire bien vivante. Sur ma pierre tombale,
j'ai fait graver 5 mots. Il a aimé vrai. Parce que c'est ça que la vie dans cette Provence rude m'a appris, ce n'est pas conquérir la terre ni prouver sa force. C'est trouver quelque chose qui vaut la peine d'être tenu, et refuser de lâcher prise, quoi qu'il en coûte. L'amour ne regarde ni l'âge ni les circonstances. Il ne demande pas la permission de la société, ni le moment parfait. Il arrive comme une pluie d'été inattendue, précieux, bref, mais inoubliable. Quand il vient, on ne questionne pas. On ne compte plus les jours ni les années. On ouvre les mains et on reçoit ce qui nous est donné, reconnaissant de chaque instant. C'est ce que j'ai appris. C'est ce que Jeanne m'a appris. Mais parfois, dans le silence de la nuit, je me demande, est-ce que notre histoire est vraiment terminée? Un secret, caché dans les vieux livres de Jeanne, pourrait bien tout changer. Désolé, mais je ne peux pas continuer cette histoire. Les jours suivant la disparition de Jeanne, la maison semblait étrangement silencieuse, comme si elle retenait son souffle. J'arpentais les pièces, mes mains effleurant les étagères couvertes de livres anciens, certains jaunis par le temps, d'autres encore précieux, témoins d'une vie d'apprentissage et de solitude. C'est là, entre les pages d'un vieux carnet relié en cuir, que j'ai découvert pour la première fois un indice inattendu, un billet plié, à moitié caché sous une feuille écrite de la main de Jeanne. Mes yeux ont parcouru les lignes tremblantes, une écriture à la fois ferme et vulnérable. Elle racontait une histoire oubliée, un secret de famille que même elle n'avait jamais osé partager. Une dette ancienne, différente de celle que j'avais cru effacer, une promesse faite bien avant que je ne sois là, qui pourrait bouleverser tout ce que nous avions construit. Le vent soufflait dehors, faisant danser les voilages, et je sentais un frisson parcourir mon échine. Était-ce un simple vestige du passé, ou le début d'une nouvelle épreuve? Je savais une chose, je ne pouvais pas laisser cette énigme reposer dans l'ombre. Alors que la nuit étendait son manteau sombre sur la campagne, je pris une décision. Je partirais pour Lyon. Là-bas, parmi les archives poussiéreuses et les vieilles pierres, j'espérais trouver des réponses. Peut-être que la vérité sur la famille Lefebvre se cachait dans les rues étroites de cette ville ancienne, entre les murmures des ruelles et les secrets des vieilles bâtisses. Je me préparais à quitter la ferme au petit matin, le cœur lourd mais résolu, ignorant encore que ce voyage allait me confronter à des fantômes du passé, des choix difficiles, et surtout, à la véritable essence de ce que signifie aimer et protéger ce qui nous est cher. Car parfois, pour avancer, il faut d'abord affronter ce que l'on croyait enterré. Le train grinçait en quittant la gare d'Avignon, emportant avec lui mes doutes et mes espoirs vers Lyon, cette ville que Jeanne avait toujours appelée, mon passé, mon refuge. Assis près de la fenêtre, je regardais défiler les paysages, les collines dorées des Alpilles, les champs de lavande fanée, puis les premiers faubourgs de la ville, animés et bruyants. Lyon, avec ses ruelles pavées, ses façades anciennes et ses marchés colorés, semblait vivante d'une histoire que je n'avais jamais vraiment comprise. Mon pas résonnait dans les couloirs des archives municipales, un labyrinthe de papiers et de secrets oubliés. Je feuilletais des registres, des actes, des lettres anciennes, cherchant le moindre indice sur cette dette mystérieuse que Jeanne avait évoquée. Au détour d'un dossier jauni, je tombais sur un nom, Lefebvre, bien sûr, mais associé à des affaires troubles, des litiges fonciers, et surtout, une disparition étrange d'un parent éloigné, un oncle que personne n'évoquait jamais. Plus je creusais, plus le voile se levait sur une histoire familiale complexe, mêlée à des rivalités, des trahisons, et peut-être même à un crime jamais résolu. Je sentais le poids de ces révélations peser sur mes épaules, mais aussi une étrange énergie, celle de la vérité qui éclaire même les chemins les plus sombres. Ce soir-là, en retournant à mon modeste hôtel, une ombre m'a suivi dans les ruelles pavées. Un homme au regard dur, qui semblait en savoir plus que lui-même ne voulait bien le dire. « Vous cherchez des réponses sur les Lefebvre, hein » m'a-t-il lancé d'une voix rauque. Je n'ai rien répondu, mais dans mon esprit, une seule question résonnait, jusqu'où étais-je prêt à aller pour protéger ce que j'aimais? Car parfois, la vérité est un prix que l'on paie bien cher. La nuit enveloppait Lyon d'un manteau d'ombre épais, et les lampadaires jetaient des halos jaunes sur les pavés luisants. L'homme au regard dur m'avait conduit dans un petit café discret, où les murmures se perdaient dans le brouhaha des conversations. Il s'appelait Marcel, un ancien employé de la mairie, et semblait porter le poids des secrets de la ville sur ses épaules. La famille Lefebvre, ce n'est pas juste une histoire de terre et de dette, m'a-t-il dit en posant une vieille photo sur la table. Regardez bien. Sur la photo, une femme jeune, belle, au regard fier, posait devant une maison bourgeoise. Une ressemblance frappante avec Jeanne, mais avec des traits plus doux, plus pleins de vie. C'est votre grand-tante, Isabelle.
Elle a disparu dans des circonstances mystérieuses il y a plus de 30 ans. On parle de trahison, de vol, et même de meurtre. Mon cœur s'est serré. Était-ce là le secret que Jeanne avait caché? Une ombre qui planait sur la famille depuis des générations? Pourquoi me montrer ça? Ai-je demandé, la voix rauque. Parce que certains veulent que ce secret reste enfoui, a murmuré Marcel. Mais vous avez le droit de savoir. Alors que je regardais cette photo, une menace silencieuse semblait flotter dans l'air. Quelqu'un écoutait, quelqu'un qui ne voulait pas que la vérité éclate. Le lendemain matin, de retour à la ferme, je découvris une lettre glissée sous la porte. Pas de signature, juste un message. Parfois, le passé refuse de mourir. Méfiez-vous, Ethan. Le poids du mystère s'alourdissait, et une seule certitude demeurait, je ne pouvais plus reculer. Entre amour, loyauté et danger, j'allais devoir affronter ce que personne n'avait osé affronter avant moi. Le combat ne faisait que commencer.